si l'autre, il était en nous, dans l'identité juive. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est, bon, on ne peut pas parler de tout, mais c'est cet antisémitisme qui a été porté par Marx, et que beaucoup de ceux qui se sont référés au marxisme n'ont jamais osé le critiquer, notamment dans la question juive. Dans la question juive, il a une vision essentielle de ce qu'est le juif. Et ce qu'est le juif, c'est cet égoïsme qui s'attache à l'argent. Et c'est quand même énorme. Pas tellement ce qu'il dit, pas tellement parce qu'il est le fils d'un converti, mais tout simplement parce que tout ce mouvement communiste, où il y avait beaucoup de juifs, n'ont jamais osé attaquer frontalement cet antisémitisme. Et je trouve que c'est une question essentielle parce qu'elle nourrit, à travers une vision purement économique, celle qui est liée à l'argent et cette utopie que, au fond, une partie du complot juif, c'est cette manière de vouloir dominer par la possession de l'argent, par l'usure, en oubliant que l'usure est un phénomène plus historique qu'autre chose. Et puis peut-être... Bon, ben, je vais en rester là. Merci pour votre intervention. Vous l'avez dit, presque l'histoire commence, je dirais, avec l'antisémitisme. Puis c'est le seul moment où il y a des témoins de faits, de reniement de l'autre. C'est que ça date même avant l'arrivée du christianisme. Il me semble que l'historien que vous avez cité, Poliakov, lui dit aussi le fait qu'Abraham ait refusé, ou à la fin, alors que Dieu, soi-disant, l'avait appelé à tuer Isaac, il ne commet pas cet acte. Il dit déjà le fait de supprimer dans l'histoire de l'humanité l'acte sacrificiel de l'autre, puis c'était très courant dans les tribus, dans l'histoire, même en Grèce, dans l'histoire même, je dirais, récente, il date potentiellement l'antisémitisme de ce refus. Parce que les tribus ne comprenaient pas, ni l'humanité ne comprenait pas. Comment se faire pardonner si on ne sacrifie pas l'autre? Évidemment, il y a eu le geste animal. Mais le problème est, cela s'est vu avec le christianisme, qui réellement a refusé le judaïsme en le reniant son origine. L'islam est encore plus grave. Il efface tout. Il dit, nous, on réécrit l'histoire, et même nos livres, certains islamistes, je ne dis pas tous les musulmans, loin de là, j'ai vécu au Maroc, gamin, les berbères n'ont pas son comportement. D'ailleurs, moi je distingue à l'extérieur du monde arabe toujours le Maroc, parce qu'il y a 80% berbères. Alors qu'à l'Algérie, il n'y avait que 20%. Et les berbères ont une longue histoire, bien plus ancienne que celle qu'avec les Arabes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, il y a eu des problèmes. Mais en même temps, ils ont une approche différente. Peut-être que l'islam renie des anciens écrits, c'est vraiment la table rase. Ils vont jusqu'à... on a vu ce qui s'est passé aux talibans, avec les talibans, d'aller bombarder des sculptures bouddhistes. Parce qu'avant eux, rien n'existait. Et s'il existait quelque chose, c'est faux. Donc, d'où la force de cet intégrisme. Je ne dis pas tous les musulmans, je répète encore, islamistes, et on le voit terriblement chez les frères musulmans. Tous ceux qui en font preuve partent de cette base. Et même, je dirais, l'Iran, avec les mollahs, l'Iran n'a pas toujours été antisémite. Il y a eu des problèmes avec les juifs. Ce sont des civilisations millénaires qui ont cohabité plus ou moins. Alors moi, je me demande, cet antisémitisme, je lisais avec intérêt l'histoire des Mongols, qui étaient d'immenses empires. Eux, ils respectaient toutes les religions. Ils avaient même des relations, au-delà des massacres qu'ils ont commis, je ne veux pas le renier, des relations
assez bonne, semble-t-il, avec les Juifs. Alors, pourquoi les Mongols? Est-ce qu'en Chine, il y a eu de l'antisémitisme? Je ne crois pas. Voilà. Dire, mais bon, c'est pour dater ce début du rejet du sacrifice que pour moi est né l'antisémitisme. Ça fait déjà beaucoup. Alors, il faut que je passe des statues de Bamiyan à la question juive de Marx. Bon, je vais essayer. Alors, merci d'abord pour votre réflexion sur le Pardèse. Je trouve ça très, très juste. Sur la question juive, je suis en désaccord. Non pas parce qu'il me reste quelques beaux restes de marxisme, mais parce que je pense que ce livre de Marx est une calamité. D'accord? Donc je ne défends pas l'indéfendable, que les choses soient claires, mais c'est un écrit précoce, c'est un écrit du jeune Marx. Et oui, il a 25 ans. Quand il écrit cette imbécilité, il répond, il faut quand même juste connaître le contexte, et il répond à Breuer qui, lui, refuse l'égalité des droits avec les Juifs. Donc lui, Marx, dit si, il faut l'égalité des Juifs, mais pour justifier, pour défendre les Juifs, il se sent obligé de donner des petits gages, comme ça arrive tout le temps dans l'histoire, comme c'est arrivé aux Juifs bourgeois par rapport à la bourgeoisie, aux Juifs prolos par rapport aux prolétariats, c'est toujours la même histoire. Donc il donne des gages en empruntant un imaginaire et un discours antisémite. Je suis d'accord avec vous. Seulement voilà, le marxisme va déconstruire tout ce qui est justement louche, pas clair et inacceptable dans le livre de la question juive. Parce que avec Engels, qui est quand même quelqu'un de très bien, qui régulièrement dénonce l'antisémitisme en termes très très clairs, ils vont mettre ils vont inventer une théorie, d'une certaine manière, qui précisément essaie de comprendre les mécanismes profonds de l'exploitation capitaliste, en l'arrachant d'une certaine manière à l'imaginaire confus, l'imaginaire de la domination, dans lequel justement la figure du juif était là. Je ne voudrais pas vous casser l'ambiance, mais tout le monde était antisémite. Tout le monde. Tout le monde avait ça dans la tête, le juif coupable, le juif domine, le juif machin, etc. C'est terrifiant. Le marxisme, par rapport aux socialistes primitifs, etc., y compris les Fourier, tout ça, c'est quand même un truc dingue, était pris dans cet imaginaire un peu romantique, mais où ils étaient en face de cette question de la domination. Moi, il me semble que le recul du marxisme et des idéologies nouvelles qui n'ont rien de nouveau renouent plutôt justement avec cet ancien imaginaire où dans une domination abstraite, on a beaucoup de chances de retomber sur les Juifs. Voilà, c'était ma petite défense du marxisme, vous me pardonnerez. Ensuite, monsieur, bien sûr que il y avait de l'antijudaïsme avant le christianisme. Il en parle beaucoup, Nirenberg, comment il s'appelle, Karol Jankou aussi. Il y a même ce fameux, comment s'appelle-t-il, Flavius Joseph, qui écrit contre Appion, pour dénoncer toutes ces calomnies, au début du siècle, je parle, c'est pas d'hier, pour dénoncer donc toutes les calomnies des Grecs, des Romains, etc., sur les Juifs, en disant, bon, c'est pas... tout ça existe. Et d'ailleurs, le christianisme va recycler plein de choses qui existaient déjà de cette hostilité envers les Hébreux, qui est peut-être une hostilité envers le monothéisme. Parce que, c'est quoi les monothéistes? Ce sont des gens qui ne sacrifient pas aux autres dieux, qui ne se soumettent pas aux autres divinités. Donc c'est quand même très énervant. C'est très énervant. Donc oui, ça existe, oui, ça va être recyclé, mais non, ça devient une vision du monde à partir du moment où le christianisme devient religion d'État, d'empire. Voilà, ça c'est la première, c'est la chose que je voulais vous dire. Le refus du sacrifice, alors bon, il faudrait, oui,
bien sûr, le refus du sacrifice. Et à un certain moment, la séparation toujours. Le refus du sacrifice, c'est la naissance de la singularité et paradoxalement, qu'on comptera plus tard, d'une certaine globalité que je pourrais développer. Oui, mais je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez raison de la même manière que je parle par exemple de l'épisode de Caïn et Abel, que évidemment tout le monde connaît ici. Dans la mythologie grecque, c'est quand même formidable, flamboyant, ce panthéon avec ces dieux qui arrivent enfin, de tous les côtés, c'est bon. Et qui d'ailleurs ont inspiré la tragédie, etc. Donc des choses quand même qui nous parlent à nous, y compris contemporains. Voilà. Mais dans ce panthéon grec, dans cette philosophie religieuse des Grecs, les dieux font ce qu'ils veulent avec les êtres humains. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils peuvent descendre sur Terre, coucher avec, leur faire des enfants, enfin bon, ouais. Le destin des êtres humains est décidé par les dieux. On le voit à travers l'histoire d'Œdipe, et pour ça d'ailleurs je pense que Freud là-dessus aurait dû réfléchir à... J'y viens. DoncŒdipe essaye d'échapper au destin prédit par la Sphinge. Tu vas épouser ta mère, tu vas tuer ton père. Il fait tout ce qu'il peut pour ça. Mais non, il y arrive parce que c'est écrit. L'histoire de Caïn et Abel est une contre-histoire d'Œdipe. Parce qu'en réalité, Dieu lui dit « Bon, j'ai préféré une offrande de ton frère. » Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je trouve que c'est un peu arbitraire de ça. Enfin bon, il l'a fait, Caïn est malheureux. Et il lui dit, je vois tes visages tomber, mais je vois le péché tapis à ta porte, tu sauras le dominer. Toi, domine-le. C'est-à-dire il reconnaît le poids de ce qu'on pourrait appeler le déterminisme. Il a du chagrin, c'est normal. Il y a un déterminisme, on le sait, social, d'où on vient, mais il y a une porte étroite qui s'appelle le libre arbitre. Et c'est ça qui est génial, ce que dit Rabbi Akiba, tout est prévu sauf le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité du libre arbitre. Mais Caïn ne prend pas ce libre arbitre. Il va tuer son frère. Il ne va pas lui parler. Il y a ce passage dans la Bible qui est une espèce de trou, je ne sais pas si bon. Il se retrouve au champ, il le tue. Voilà. Il n'y a pas eu la parole, il y a eu le meurtre. Le premier meurtre de l'humanité, selon la Bible évidemment, c'est pas le meurtre du père, c'est le meurtre du frère. C'est le fratricide qui est à l'origine de la catastrophe et de notre histoire de l'humanité. Et moi je pense, enfin bon là on va un petit peu dans, mais je pense que l'antisémitisme, l'antijudaïsme est vécu par les antisémites comme un parricide, c'est-à-dire comme un refus finalement de l'autorité. D'ailleurs Freud va dire dans l'histoire de la tribu originelle, le clan qui tue le père pour s'émanciper de sa toute-puissance, etc. Bon, ils vivent ça comme un parricide alors qu'il s'agit d'un fratricide. Et le fratricide, c'est le meurtre de l'autre proche, qui rétablit une horizontalité. Bon, on a fini avec la Bible. Qu'est-ce que l'islam? Bon, alors là, ce serait trop long. Je vais vous lire un tout petit passage. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'islam, c'est pas plus grave. L'islam refait, un peu comme un midrash. Il efface tout. Non. Ils vont se fâcher, mais je trouve que le Coran ressemble à un midrash, c'est-à-dire à une interprétation. Ils revoient le truc, et puis bon, pourquoi pas, on droit. Bon. Ils revoient l'histoire, ils sont pas... alors, on a parlé de l'épisode avec Mahomet, etc., mais l'islam ne s'est pas fondé sur un grand nom coupable à l'origine, c'est pas vrai.
L'islam se fonde sur la récusation, évidemment, du judaïsme et du christianisme, mais c'est une autre histoire. Il n'y a pas un grand récit de la dépossession, il n'y a pas... Tout ça va arriver, mais... Et l'histoire du déicide, qui est quand même fondamentale, tout ça va le grand antisémitisme contemporain, il est contemporain, et il est essentiellement d'emprunt. Je pense à l'antisémitisme des frères musulmans, que vous avez très justement évoqué, 1928, les frères musulmans. Vous comprenez quand vous dites les statues de Bamiyan ont été dynamitées, on peut voir la chose d'une autre manière. Elles sont restées combien de siècles avant d'être dynamitées par ces fous furieux? Il y a eu un islam qui n'était pas celui des talibans et qui a accepté pendant des siècles des statues bouddhistes sur son propre sol. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois remettre les choses un peu... Pardon. Donc l'islamisme, et l'antisémitisme furieux qui aujourd'hui existe dans le monde arabe, et là-dessus je n'ai pas envie d'euphémiser, mais je pense qu'il est essentiellement d'emprunt. Les frères musulmans avaient des liens avec les fascistes, y compris avec les nazis. Nous avons eu ensuite la propagande stalinienne qui, au moment de la guerre froide, a très largement exporté son antisionisme vers les pays frères. Ouais, je vais prendre un peu d'eau. J'arrête pas de parler, hein. Vous en avez pas marre de m'entendre parler, franchement? Et enfin, les négationnistes. Et qui les négationnistes? Ce sont des Européens qui viennent contester un génocide qui a lieu en Europe et qui vont avoir un grand succès là-bas. Donc, je parle d'emprunt, ce qui ne veut pas dire... Je vais vous lire juste un tout petit chapitre, et on est loin de l'histoire du nouvel antisémitisme et des bêtises de Taguieff, pardon pour lui. Comme tous les fascismes, l'islamisme a fait des Juifs et de leur supposée domination le symbole même de leur haine de la démocratie et de la modernité. Les Juifs seraient les vrais marionnettistes de l'Amérique et de l'Occident décadent, à l'origine des droits des femmes, de la visibilité homosexuelle, de la musique, du cinéma, etc. Ils tiendraient entre leurs mains les médias du monde grâce à leur lobby, Israël et la finance internationale. Ces discours ne sont pas issus du Coran, mais des protocoles des sages de Sion. L'antisémitisme parle de conspiration juive, de menaces existentielles, de coupables originels. C'est bien ce grand récit de la dépossession qui a été adopté par le monde arabo-musulman depuis plusieurs décennies, notamment depuis la plus emblématique de ces défaites, celle de juin 67. Le nom d'Israël, devenu pour la première fois de son histoire un État, mais aussi une armée victorieuse, est venu symboliser, mais aussi personnifier le nom de toutes ces défaites, celle du nationalisme arabe, du socialisme et des idéaux qui avaient présidé au combat de la décolonisation. Le désir d'émancipation qui avait mené aux indépendances s'est cogné au mur du ressentiment, faisant de l'Occident et de la modernité l'enjeu d'un conflit intime entre désir et haine que le nom d'Israël est venu incarner. Ce nom, historiquement coupable d'Israël, a constitué pour le monde arabe la clé d'explication et le nom propre de son échec, vécu tout entier, comme une spoliation étrangère. Une vieille tradition d'hostilité au judaïsme lui a bien évidemment fait accueil. Mais nous, à l'époque en Espagne, il y avait deux personnages énormes qui ont permis d'accéder à la raison sur le plan politique, Averroès, Maïmonide. Et qui les a combattus? C'est ça qu'il y a. Parce que les frères musulmans sont interdits dans la majorité des pays arabes. Ils sont interdits. En Europe, ils nagent comme un poisson dans l'eau. Les Occidentaux, je ne sais pas pourquoi ils en ont peur idéologiquement, ils ne les combattent pas, ils les laissent développer. Mais comment fait-il que ce groupe interdit dans les pays arabes, on laisse
ici en Europe. Ce n'est pas des réfugiés politiques. Il suffit de lire leurs textes. C'est des textes qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mesdames, vous parlez un peu là. Oui, allez, voilà. Vous êtes majoritaire et vous ne parlez pas. Oui, Allez. Qui veut prendre la parole? Si c'est comme ça, moi je l'entends. Je vais poser une question un peu bizarre. C'est-à-dire, si les Juifs n'existaient pas, s'il n'y avait pas d'antisémitisme, comment se comporteraient les hommes, la société, les idéologies, etc. Je voudrais bien trouver quelque chose, moi. Je fais référence au petit garçon dont vous avez parlé, que je trouve assez jolie, cette façon de penser. Ben oui, je ne peux pas grandir, enfin, je ne dis pas les mots exacts, mais je ne peux pas grandir parce que les Juifs sont devant moi, ils m'empêchent de grandir. En fait, dans le quartier où nous on habite, quand il y a eu des écoles de brûlées, on brûle l'école parce qu'on n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas à s'intégrer, on n'arrive pas, etc. Donc, je veux dire, c'est comment décaler un peu cette histoire d'antisémitisme. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je trouve qu'il y a plein de choses autour qui dysfonctionnent. Et il faut toujours un coupable. Il faut toujours, on est toujours jaloux de quelqu'un, on est toujours jaloux de quelque chose. Il faut toujours, c'est propre à l'humain. Voilà. Tout à fait. Moi, je commence par l'antisémitisme pour dire qu'il s'agit de la haine de l'autre. Alors, en Occident, la haine de l'autre, c'était lui, à l'origine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres autres. Il y a plein d'autres, en fait. Il y a plein d'autres partout. Alors, vous me demandiez, monsieur, la Chine, par exemple, parce que c'est la question, est-ce que le judaïsme s'est maintenu grâce à l'histoire, comme pensait Marx, ou contre l'histoire? Eh ben, dans les pays, comme on l'a dit tout à l'heure, bouddhistes, etc., qui n'ont pas de dette par rapport au judaïsme, qui n'en viennent pas. Vous êtes le peuple élu du Dieu d'Israël, et ben bonsoir, moi j'ai Krishna, j'ai machin, c'est bon, voilà. Donc on n'est pas en... Bon. Il y a eu des communautés juives en Inde, en Chine, etc., qui ont disparu de leur belle mort. Ils se sont éteints, elles se sont éteintes tranquillement, comme l'écrit Poliakov, sans susciter ni des fleuves de sang, ni des fleuves d'encre. Elles ne se sont pas éteintes par haine. Oui, non, elles se sont éteintes parce que, oui, mais en même temps, voilà, ça a donné ni grand crime, ni grand génie. Éteinte ou fondue? Comment? Éteinte ou fondue? Bah, les deux. Les deux. Donc, voilà. Si on prend, même autour de nous, hein, regardez cette histoire terrible du génocide des Tutsis, par exemple, au Rwanda. L'autre, c'était pas le juif, c'était le Tutsi. Et c'est assez stupéfiant d'ailleurs de voir à quel point le discours anti-Tutsi empruntait au discours antisémite. L'autre des Turcs, c'est pas les Juifs, enfin en tout cas ça l'était pas pendant longtemps, c'était plutôt les Arméniens. Donc l'autre, comme la haine, elle est là. La haine de l'autre, c'est une option de l'humanité. On la retrouve. Vous savez, l'autre jour, j'étais là en larmes avec ma coiffeuse, je dis, il y a encore eu un crime, il y a encore eu un truc raciste. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ils violent bien leurs filles, ils butent leurs femmes. Elle a raison. Enfin, voilà. Il n'y a pas de... il n'y a pas de remède, si ce n'est que cet accueil de l'autre est lié aussi à un risque qu'on prend par rapport au futur. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Par exemple, il y a un écrivain qui s'appelle Jan Gross, que peut-être vous connaissez, qui est un écrivain donc juif polonais, qui s'est fait connaître ces dernières années pour avoir écrit notamment Les Voisins sur le terrible massacre après
avant-guerre et après-guerre, bon bref, de pogroms contre les Juifs. Et il dit en fait, le rapport au passé, c'est-à-dire affronter son histoire, que les Polonais affrontent leur histoire. En réalité, une démocratie grandit du fait d'assumer une part de honte. Au lieu de se regarder dans le miroir et dire c'est moi le plus beau, j'ai dit ben non, il y a une faille et cette faille je la prends. Regardez l'histoire de la mémoire de la Shoah, c'était la même histoire. Il y avait la droite, et pas seulement la droite, hélas, y compris Mitterrand, qui disait on ne va pas salir, on ne va pas abîmer le roman national. Bon, c'est les mêmes aujourd'hui d'ailleurs qui disent que la mémoire de l'esclavage et la mémoire coloniale vont faire tâche. Et d'ailleurs, il y a certains juifs qui trouvent que c'est sympa de fermer la porte derrière eux en disant voilà, non, ben oui, non. Tout ça fait partie de l'histoire de la France. Et on se grandit en prenant l'autre en soi, parce que l'autre appartient à soi. Pour revenir à Jan Gross, donc, il dit, parce qu'il y a eu pendant des années plein de choses, hein, des musées en Pologne, des discours qui disaient on va regarder cette histoire, on va l'affronter. Bon. Et puis quand le PiS est revenu au pouvoir, enfin bon, c'est les nationalistes, c'est toujours le même discours. Hein. Le discours suprémaciste, nationaliste, de l'extrême droite, etc., d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient, racontent la même chose. Hein. C'est nous, on a été spoliés, on va retrouver notre grandeur passée, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient Netanyahou, qu'ils soient je ne sais pas quoi, tous vous disent on était très bien avant que les autres viennent de nous emmerder pour aller vite. Hein. Jan Gross dit le rapport à cette manière d'assumer le passé, on s'aperçoit que chez les gens c'est le même que celui qui leur permet par exemple d'accueillir des réfugiés syriens. C'est-à-dire que le rapport, la responsabilité par rapport au passé est une force qui nous permet le risque de l'altérité et du futur. Et je trouve cette idée intéressante. Bien sûr, quand est-ce qu'il y a de l'antisémitisme? On me pose parfois la question, comme si je savais tout, mais non, je ne sais pas tout. L'antisémitisme arrive quand il y a un défaut d'avenir, quand il y a une panne d'avenir, quand il n'y a plus d'horizon commun d'émancipation collective, et que du coup, l'avenir fait peur, et que du coup, on se dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui l'a peut-être piqué, voilà, qui l'a peut-être volé, voilà. C'est là qu'il y a, c'est la même histoire que je raconte avec Gross, les Syriens, la mémoire de la Shoah. Bon, j'écris pour qu'on comprenne bien que peut-être le meilleur moyen d'honorer ses parents, c'est d'aimer ses propres enfants. Enfin, c'est ça. Prendre le risque de l'autre. L'autre peut être une menace ou une promesse. Vous avez évoqué à ce propos la jouissance du désespoir. Ouais. Mais c'est une merci. La jouissance du désespoir, oui, c'est Albert Camus qui l'écrit dans Lettre à un ami allemand. Il dit « Vous avez fait de votre désespoir une ivresse ». Oui, on peut jouir d'un affranchissement de sa conscience, de ne plus être encombré d'une conscience, d'une finitude, on parlait tout à l'heure de la finitude, et vouloir se diluer dans un grand tout, qu'on l'appelle le fascisme, ou qu'on appelle le communisme, enfin qu'on l'appelle, voilà. Donc dans cet abandon des autres, il y a aussi une démission de soi. Et dans cette démission de soi, il y a du soulagement. Oui. Il peut y avoir du soulagement. Edith. Alors, pardon. J'ai pas compris.
une... Oui. Oui, c'est que l'autre fait partie de soi. Oui, c'est ça qui est l'essentiel. C'est soi-même qu'on haït ou des choses en soi-même qu'on haït qui sont projetées sur l'autre et du coup c'est l'autre qui devient le cible. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez lu La Tombe de verre? Et non, je ne l'ai pas lu. Il rappelle le texte d'Heidegger, penser c'est quoi? Et c'est ce qui l'a poussé à s'intéresser à la philosophie. Paradoxalement, c'est le premier philosophe qui a posé cette question. Évidemment, c'est le philosophe pervers, mais c'est lui qui a posé la première question, penser c'est quoi? Le meurtre intime, c'est le meurtre de l'autre en soi. C'est exactement ce que vous avez dit. Et je reprends la phrase de Frantz Fanon, que, vous savez, il y a plein de phrases comme ça, on les entend, on ne les écoute pas. Quand il dit, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. C'est pas seulement cette phrase. Hein. D'ailleurs, dans, par exemple, ce magnifique livre, à mon avis, qui s'appelle Peau noire, masque blanc, régulier. Il parle régulièrement des Juifs, comme en parlait d'ailleurs Césaire, Dubois et toute une série d'auteurs anticoloniaux. Ça a changé depuis, comme a changé le rapport à l'autre. C'est-à-dire que pour un homme noir, parler des Juifs, c'est une manière non seulement de affirmer une fraternité humaine, une solidarité des opprimés, ça c'est déjà une très bonne chose, mais c'est aussi une manière de sortir de soi. C'est-à-dire que pour Frantz Fanon, l'émancipation et la décolonisation prend le visage de l'altérité, c'est-à-dire du choix, du risque de l'altérité. Bien, bon, on va peut-être s'en tenir là. En tous les cas, oui, il y a encore autre chose. Ah oui. Ah, comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de Courbevoie? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, Courbevoie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Courbevoie? Ce qui s'est passé à Courbevoie avec la gamine de 12 ans qui a mis la barrière, un trois garçons, En dehors de peut-être ça vous a échappé. Non, j'étais à la manifestation hier et j'ai écrit 3 textes dessus depuis, donc ça ne m'est pas du tout passé. C'est pas le sujet là de mon livre de raconter les assassinats, etc. Je les cite, et si je devais écrire un deuxième, je pense que je penserais aussi évidemment à cette gamine. Mon livre est un essai sur ce qu'est l'antisémitisme. Voilà, cette haine de l'autre fondamentale. On peut maintenant parler d'autre chose. Enfin voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La démission de soi, le bouc émissaire dans le sens celui qui nous a volé notre horizon, la catastrophe du conspirationnisme et surtout cette très longue histoire. Parce que quand on entend certains entrer dans les polémiques des petits réseaux sociaux, mais quand même, quand on entend certains, on voit bien que c'est toujours le même imaginaire. C'est toujours le même imaginaire. Voilà. Et Émeric Caron qui écrit « Je me demande, suite à une frappe israélienne, si nous appartenons à la même humanité. » Là, on est ailleurs et on est toujours au même endroit. C'est ça qui est, on va plus en finir, mais l'antisémitisme apparaît toujours comme nouveau. Et maintenant, il y a un nouvel antisémitisme, mais même, c'est ce que je raconte dans le chapitre sur le nom, l'antisémitisme qui commence donc, parce
que c'est un mot inventé par les antisémites eux-mêmes, contrairement au racisme. Vous voyez ce que je veux dire? Le racisme, c'est en gros les antiracistes qui disent aux autres, vous êtes racistes, c'est pas bien. Mais les antisémites, ils sont très fiers en fait d'être antisémites, et donc ils se baptisent d'un nouveau nom. Et c'est Wilhelm Marr, en 1879, donc un anticlérical allemand, qui va inventer ce nom. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, c'est fini, en gros, l'histoire du peuple déicide, etc. Nous, on a des bonnes raisons, puisqu'on est au siècle de la raison, d'en vouloir aux Juifs. Et donc, ça va être la finance, le machin, etc. Donc, à chaque fois, il y a une justification. Il y a même l'idée que cette fois-ci, ils sont vraiment coupables. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils sont coupables à l'origine, on dit, ah non, mais cette fois-ci, ils sont vraiment coupables. Et ce qui est le plus choquant, et c'est ça que j'ai envie de dire, moi, quand on me pose la question, c'est vraiment la permanence de ce discours. Prenons un exemple, et on en finira là, parce que je vais tard. Une grande partie de la pensée décoloniale, hélas, considère que la mémoire de la Shoah vient faire de l'ombre aux autres mémoires. On en parle trop et ce serait au détriment de... Bon, l'histoire n'a jamais fonctionné comme ça. Hein. Au contraire, quand il y a la mémoire de la Shoah, que d'autres mémoires prétendent à juste titre aussi à la reconnaissance. Et en général, les oppressions marchent ensemble et les mouvements d'émancipation se répondent aussi. Donc c'est déjà faux. Mais, encore une fois, il y a toujours l'idée que donc les Juifs tirent la couverture à eux, n'est-ce pas, et viennent faire de l'ombre aux autres. C'est l'argument de Staline en 1947, au moment où il décide d'interdire le livre noir. En 2 mots, il y a au moment de la guerre un comité antifasciste juif qui est donc monté. Staline, évidemment, se dit, bon, ben, je vais peut-être tirer parti parce qu'ils vont faire de la propagande et tout pour l'armée rouge, c'est pas mal. Ils vont faire des tournées mondiales, notamment aux États-Unis, ils parlent en yiddish, c'est le Salomon Nirol, c'est un acteur adulé en Russie, et c'est le patron, le président du théâtre yiddish de Moscou. Bref, on leur dit, enfin, c'est d'ailleurs Einstein, Chaplin, tout ça, qui sont un peu leur alter ego aux États-Unis. Est-ce que vous voulez bien raconter ce qui s'est passé dans les territoires que l'armée rouge a reconquis? Puisque c'est donc les exactions des Einsatzgruppen, n'est-ce pas? Donc ils vont recueillir des centaines de témoignages pendant des années, etc. Un truc incroyable. Et le problème, c'est qu'après la guerre, le malheur juif ne sert plus à Staline. Il va partir dans ses délires, cosmopolitisme, et puis sionisme, etc. Donc, et là, il dit, alors il y a des directives de Molotov qui sont claires et nettes. Moi, je l'ai vu parce qu'il y a eu une exposition mémoriale de la Shoah. Donc, la lettre, c'est enlever le mot juif partout. Parce que c'était tous les villages, machin, des milliers de juifs assassinés, enlever le mot juif et remplacer-le par paisible citoyen soviétique. C'est authentique, hein, paisible citoyen. Qui vont s'exécuter, les pauvres, ils n'ont pas tellement le choix avec Staline. Hein. Mais ça ne suffit pas. Et au fur et à mesure de la censure, Staline va finir par abolir ce livre noir, fondre les plans d'imprimerie. Bon, heureusement, il y avait un exemplaire qui s'est promené chez Ilya Ehrenburg, qui dirigeait le livre noir avec Vassili Grossman. Bref. Et donc, on saura. Mais c'était le même argument. C'était le même argument. Le malheur juif fait de l'ombre aux autres. Et il n'y avait pas à l'époque une mémoire de la Shoah qui était dans. Donc, c'est ça qui, moi, m'importe quand je discute, non pas avec les antisémites, parce qu'avec les antisémites, il ne faut pas discuter avec eux. Il faut les combattre. Mais il y a une langue antisémite que des gens parlent à leur insu, à l'insu des propres locuteurs, quoi. Vous voyez ? Puisque c'est quelque chose qui relève d'un imaginaire dont ils n'ont même pas conscience.
Et là, il faut leur dire, mais regardez, vous avez déjà dit ça. Votre fresque pourrie là, mais c'est déjà là, regardez les affiches. Ils étaient 300 000 à regarder comment ça s'appelait, la France juive, là, l'énorme exposition en plein Paris, hein, pendant que la machine de mort tournait à fond. On expliquait partout que le juif dominait le monde. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a certainement pas épuisé le sujet. Je crois que par définition, on n'est pas capable d'épuiser un sujet. Il y a toujours un reste, évidemment. Il y a bien d'autres choses. Moi, je vous conseille, en tous les cas, la lecture de ce livre, parce que, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais vous verrez comment c'est traité de manière très synthétique. Voilà, merci à vous tous et merci Brigitte Stora. Je ne dis pas que Brigitte. Il a peur maintenant.